Les amis, je sais pas ce que c'est que cette saison 2025, mais j'en ai mal à la tête. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief des deuxièmes tours dans nos tournois de la semaine. Nos 2500 à Dubaï et Acapulco et notre cher 250 à Santiago du Chili. Je sais pas ce qui se passe cette saison les amis. Il y a encore des résultats qui sont incroyablement surprenants. En tout cas, comme hier, nous allons procéder au top et au flop de nos journées. Il va y avoir des choses à dire. C'est parti pour les tops. On va commencer par Dubaï et premier top pour Félix Auger-Aliassime. On pourrait me dire que sa victoire contre Borges est normale du fait de son statut, chose que je vous accorde volontiers. Toutefois, notre cher Aliassime ne s'est pas laissé démonter parce qu'à la perte du premier set, on se demande un petit peu ce qu'il fabrique, avec un Borges qui, comme dans son match face à Arthur Fils, joue son tennis, joue son jeu, très régulier, très métronome, met la balle dans le terrain, sait accélérer quand il faut, il a le coffre pour défendre, il sert bien, donc Aliassime, pas de solution au départ. Sauf qu'à la différence d'Arthur Fils, notre cher Félix Auger-Aliassime, eh bien, il avait des jambes et surtout, il avait une tête. Ok, bon, il a perdu le premier set, s'est dit, ok, donc comment est-ce qu'on va jouer? Un peu moins en puissance et on va mettre un peu plus la balle dans le terrain. Et donc, petit à petit, il s'est mis en confiance, il break rapidement dans la deuxième manche avec un Borges qui, après le gain du premier set, souvent ça arrive, il y a un petit relâchement. Et c'est dans cette brèche que Félix s'est mis et n'a pas lâché son idée. Mettre dans le terrain et accélérer. Il a gagné son match en 3-7. Belle victoire face à un Borges qui, moi, je le retrouve là. J'ai retrouvé un peu plus le Borges de l'année dernière. C'est une très belle victoire pour Félix qui continue de monter en puissance. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, je suis hypé par sa saison à notre cher Félix qui, en jouant comme ça, peut faire mal un peu partout sur toutes les surfaces. Donc c'est à suivre pour Félix. Autre top, c'est Talon Griekspoor. Encore lui, je le remets en top aujourd'hui. Parce que je n'ai pas envie de mettre Hugo en flop pour la simple et bonne raison que c'est vraiment Griekspoor qui a fait dérailler Humbert. Et l'intelligence de jeu de Griekspoor a réussi à faire dérailler un Humbert qui avait été complètement dingue contre les HK. Et qui remporte son premier set contre Griekspoor. Très probablement que ça va bien se passer. Il y a des balles de break pour lui dans la deuxième manche qu'il ne convertit pas. Et en fait, ce que Griekspoor a fait, et c'est là que ça confirme ce que je disais hier, alors pas sur le fait que Griekspoor n'allait pas gagner, hein. Franchement je ne pensais pas, avec le match qu'il a fait contre Safiullin, qui était pas terrible dans le tennis, mais énorme dans la tronche, je ne pensais pas qu'il allait trouver ces ressources-là, parce que c'est des ressources tactiques qu'il a trouvées, et puis tennistiques, hein, c'est les deux ensemble, hein, pour aller battre Hugo Humbert, qui avait massacré les HK, qui lui-même avait battu Carlos Alcaraz. Donc là où effectivement je ne voyais pas venir la chose, c'est que Griekspoor a gagné contre Humbert. Par contre, là où je voulais revenir sur mon propos, c'est que, encore une fois, c'est mental. Griekspoor perd le premier set, avec un Humbert qui joue le même niveau que contre les HK, et à partir du deuxième set, il y a Humbert qui commence à faire plus de fautes. Mais Griekspoor, je ne sais pas si vous avez fait attention, alors déjà lui, là où il est complètement dingue, c'est il est capable de faire des demi-volées de coups droits complètement folles, et surtout il a mis plus de lift, en continuant d'accélérer, et donc il s'est mis à jouer un peu moins ses balles avec, vous voyez, où il arrête là vers la hanche, et il a encore plus gratter sa balle pour que Humbert la joue voilà, plus haut possible. Et donc ça a beaucoup gêné Humbert, avec ses balles à plat, que finalement il a un très très bon mouvement de poignet, Griekspoor. On le sait, c'est un gros service, donc il a très bien servi. Et donc tactiquement, il est monté au filet, il a fait du lift, il a fait beaucoup de choses pour embêter Hugo Humbert. Il a fait en fait tout ce qu'il faut pour embêter Humbert. Griekspoor hier, c'est le mode d'emploi pour battre Hugo Humbert. Bien servir, l'agresser, gratter la balle pour qu'il joue des balles au-dessus de l'épaule,
monter au filet. Et donc Griekspoor, magnifique match parce que Hugo fait un bon match. Mais on sent que psychologiquement, il était perdu. Grande mention spéciale à la compréhension tactique de Griekspoor. Ça reconfirme le fait que mentalement, psychologiquement, ce mec est capable, en gagnant des matchs comme ça, d'aller chercher des résultats. Il est capable, en étant mené, d'avoir le mental pour aller le chercher. Et au fond de lui, maintenant, il le sait. Encore plus. Et alors ça, bravo Monsieur Griekspoor, c'est tout à fait mérité. Un autre Français, mais qui lui a gagné, c'est Quentin Halys face à Roberto Bautista Agut. Puis Quentin Halys, qu'est-ce qu'il est solide! Qu'est-ce qu'il est solide! Parce que Bautista, il fait un très bon match. Hein. Mais dans le tie-break, il est là, il va chercher les points, un mini-break. Et donc, il a été d'une constance folle. Au niveau des stats, c'est surtout 15 aces, 90% de points gagnés derrière la première, malgré simplement 55%. Et puis, voilà, 5 sur 6 dans les balles de break sauvées, toujours là dans les moments importants. Et donc, ça se traduit effectivement par un score 7-6-6-4, très solide. Il s'est pas embourbé dans le jeu de rallonge, machin, tout ça. Il a été agressif, monté au filet, et il a tenu l'échange avec Bautista. C'est pas le Bautista mais des grandes heures, mais franchement, il était solide. Donc, magnifique de la part de Quentin Halys, 2-7 à Bautista Agut, qui continue sa route. Quentin, tu nous régales, on continue, on fonce. Et je fais une mention spéciale pour Stefanos Tsitsipas, qui continue à gagner, qui est allé chercher ce match contre Karen Khachanov. Il y a beaucoup de joueurs, et on en reparlera dans les flops, qui devraient prendre exemple sur le comportement de Griekspoor, par exemple, de Félix Auger-Aliassime qui revient de blessure et qui se la donne, et de Stefanos Tsitsipas, critiqué, à juste titre, attention, mais qui s'accroche. Comme je le disais hier, c'est pas sa surface, mais il va chercher les matchs. Et ce match contre Khachanov, il est difficile parce que Khachanov, il se remet bien en jambes depuis le début de saison qui n'avait pas été bon. Il se remet en jambes. Premier set, il est mené. Voilà, Khachanov sert pour le set, il s'embourbe un petit peu, Khachanov, et il revient, il va chercher les points, et il gagne le tie-break du premier. Dans le deuxième set, il y a un petit peu de laisser-aller, Khachanov, lui, il est déter. Tsitsipas passe moins de premières balles, les attaques sortent beaucoup plus, notamment dans le couloir. Khachanov, lui, qui a eu un niveau de jeu plus ou moins constant tout le match, mais le problème, c'était dans les momentum. Alors, dans le deuxième set, Tsitsipas le lâche un petit peu, et donc Khachanov a bien observé que c'était le moment d'attaquer et d'en mettre un peu plus, et donc il remporte 6-2 le deuxième. Et dans le troisième set, bravo à Tsitsipas qui est allé chercher, en menant 5-4, il va chercher le dernier jeu de service de Khachanov. Là, ça montre que le mec il défend, il y va, il se la colle, et il est content, et je suis content pour Steph. J'aimerais vraiment qu'il revienne à ce niveau, on voit qu'il travaille, on voit qu'il se la colle, et donc je suis obligé de l'applaudir parce que vraiment c'est un match, voilà, les deux ils se connaissent très bien, les deux se connaissent parfaitement. Je suis très content pour Stefanos, qui revient, qui retrouve un peu de confiance dans son tennis, même si il sait qu'il a des lacunes. C'est un mec qui a le bon orgueil, c'est le mec qui se fait torcher par Mattia Bellucci à Rotterdam, et derrière il refait des résultats. Et pour moi, ça c'est le bon orgueil, c'est l'orgueil du champion, c'est de dire purée, ok, je la ravale parce que je me suis fait humilier par un mec qui n'existe pas, on va dire, dans le top 20. Ok, je la ravale et en fait j'y vais. Et là, je suis obligé d'applaudir parce que pour moi, c'est la preuve par A plus B que même avec toutes les lacunes du monde qu'on peut avoir, avec un tennis peut-être qui est moins frais qu'à une certaine époque, et ben le mec il va chercher, il trouve des compensations, et j'ai trouvé son revers moins dégoûtant aujourd'hui encore que ces derniers temps. Donc peut-être que Stefanos construit cette saison dans le dur, sans mauvais jeu de mots, et sur dur, il construit sa saison dans la difficulté, pas sa surface, pas les meilleures conditions pour Steph. C'est tout à fait correct, et j'ai retrouvé un Tsitsipas maître de ses moyens, donc félicitations à Stefanos Tsitsipas qui mérite complètement sa victoire. Gros top sur Steph. Les autres petits tops que je survole mais que je suis obligé de nommer, c'est Marin Cilic qui fait un très bon match, encore une fois, qui confirme contre Popyrin, qui, voilà, un peu comme De Minaur, n'ont pas joué sur leur qualité,
ils se sont un petit peu laissés, j'ai pas envie de dire impressionnés, mais je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Pareil, dans ce match, quand je regardais, je me disais quand même, Popyrin, à son niveau de l'année dernière, de l'été dernier, il doit massacrer Cilic. Et Cilic, il a joué son jeu, et puis Popyrin, c'était un peu petit bras, il y avait les accélérations, elles étaient parfois pas bonnes, il pensait peut-être pouvoir le battre aussi facilement aussi. Et Cilic, il a dit ok, très bien, vous jouez petit bras, mais moi je fonce, je joue. Et Cilic, il joue super bien. Donc victoire de Cilic, magnifique, très belle victoire du Croate. Medvedev, belle victoire aussi contre Giovanni Pesci-Péricard. Mais Giovanni Pesci-Péricard, on en reparlera un de ces quatre, mais pas convaincu. Matteo Berrettini s'est imposé en patron contre O'Connell, qui continue sa route. Donc voilà, tout ça c'est des très bons résultats. On va passer au top de Acapulco, Davidovich Fokina, que je trouve moins fou qu'avant, avec ses fulgurances, avec sa capacité à jouer, à accélérer et à produire plus ou moins tous les coups du tennis, avec des hauts et des bas, mais quand il est concentré, ça donne un très bon match. Et puis un Tiafoe qui allie le meilleur comme le pire et qui mentalement n'y est pas. Dans l'échange, c'était relativement mauvais quand même. Il y a eu des bonnes choses. Fokina et Tiafoe, on sait que voilà, c'est friable mentalement. Et donc il y a du break, du débreak dans le deuxième set. Fokina qui sert 2 fois pour le set, qui se fait débreaker 2 fois. Donc bon, Fokina qui se trouve un peu, mais surtout Tiafoe qui là à ce moment-là en remet. Et remporte le deuxième set au tie-break. Et dans le troisième set, il est retombé dans les travers du premier. Moins de première balle. Et puis des fautes directes un peu inutiles, quoi. Donc un Tiafoe qui joue avec ses qualités, mais il sait pas trop ce qu'il joue. Mais donc je tenais à mettre un top à Davidovich Fokina parce que lui ne s'est pas laissé enterrer par cette perte du deuxième set qui est quand même assez cata quand on sert 2 fois pour le set et qu'on perd au tie-break. Et il a continué, il est allé chercher les points, il a serré le point, il a construit ses points. Bravo à Davidovich Fokina qui continue de progresser petit à petit, même si ça reste Davidovich. Bravo à lui pour cette victoire contre Tiafoe. Et à Santiago, le top que je pourrais donner, Francisco Cerundolo, qui l'emporte dans un match pas du tout évident contre Yannick Hanfmann, qui est un très bon joueur de terre battue, puissant, avec de grandes frappes de balles. Un premier set facilement remporté. Et derrière, il perd le deuxième set, où il y a une baisse de concentration, Hanfmann quand même un petit peu plus. Troisième set, Cerundolo break en premier, se fait débreaker, mais il lâche rien, et les deux remportent leur jeu de service jusqu'à aller au tie-break du troisième. Et là, Cerundolo, il a fait preuve de sang-froid, et c'est là qu'il progresse énormément, parce que Hanfmann est un joueur de cadence, mais Cerundolo, il a réussi à lui proposer des contres tout à fait remarquables. Surtout, il a cette capacité dingue que j'ai observée à, dans les bouts de course, en revers, réaccélérer et pas juste contrer. C'est vraiment une réaccélération et ça a fait mal à Hanfmann dans beaucoup de séquences de jeu. Et puis, il met quand il ancre ses appuis, un grand coup droit, il sert très bien. Bon, je pense que sur terre battue cette année, il peut faire très mal. Hein. Sur les Masters 1000 européens là, qui arrivent, et sur Roland Garros, moi je dis attention à Cerundolo qui a énormément progressé aussi sur le plan psychologique. Donc c'est à suivre, top pour moi, pour l'Argentin. On va passer désormais au flop les amis, let's go. Pour les flops, on va commencer par Dubaï et par Zizou Bergs. Zizou Bergs qui a joué un tennis très moyen contre Luca Nardi, dont on connaît les qualités évidemment, hein, après sa belle performance face à Djokovic l'année dernière. Et sa belle victoire et son bon match contre Alcaraz. Donc on connaît les qualités, mais en ayant regardé le match, Zizou Bergs perd le premier set. Bon, il y a un peu de déchets, on va pas se mentir. Luca Nardi tient la balle, mais il y a beaucoup de déchets de la part de Bergs. C'est pas un très beau match hein, en soi. Et puis Bergs qui se réactive dans le deuxième, qui refait du Bergs, qui sert bien, qui arrive à mieux tenir la balle dans l'échange, à réaccélérer avec son coup droit. Et il sert pour le set. Et alors là,
panne de première balle, et puis il se fait débraquer avec des erreurs, et puis un Hardy qui continue de tenir l'échange, et puis il perd au tie-break, il se crispe, et il perd le match. Donc bon, un Berks très moyen. Voilà. Et à Acapulco, qu'on retrouve un petit peu plus de flop. Le premier, pour moi, c'est Ben Shelton. Je ne veux pas manquer de respect à Goffin, qui a fait un très bon match, que j'aurais pu mettre en top aussi. Pour moi, vraiment, c'est vraiment les deux. On est vraiment à la frontière. Mais j'ai préféré mettre Ben Shelton en flop parce que Ben Shelton, quoi. Parce que Ben Shelton, contre Goffin, petit gabarit, c'est pas censé faire long feu. On sait que Goffin, il joue des balles à plat, qu'il est capable de réaccélérer, qu'il est sur la balle, qu'il est capable de très bien jouer, il joue très bien sur dur. Et il l'a prouvé, il a fait vraiment un très bon match, très solide. Il a fait du Goffin, il a trouvé toutes les zones avec son coup droit, avec son revers, il a bien servi. Mais on ne peut pas... Goffin ne peut pas avoir de meilleure stat au service que Ben Shelton. On le voit, hein, simplement 6 aces, 60% de première pour 62 pour Goffin, 70% de points gagnés derrière la première balle contre 74 pour Goffin. Il a dû effacer 6 balles de break et il a fait 1 sur 1 sur les balles de break de Goffin. Donc, qu'est-ce que c'est que ces statistiques complètement lunaires? On parle de Ben Shelton. 4 doubles fautes. Enfin, c'est absolument pas au niveau de Shelton et ce qu'on attend de lui au service, qui a des stats quasiment moins bonnes. Donc 7-6, 6-3, mérité. Quand on repasse en revue du coup ces statistiques, on se dit mais... On se dit que c'est pas possible pour Ben Shelton de perdre contre Goffin. Voilà, dans le premier set, ils perdent pas leur jeu de service. Donc, ok, très bien. Et derrière Shelton, je sais pas. Je pense que c'est des matchs, vous voyez, quand je regardais le match, je me dis... Je pense que Shelton, un peu comme Arthur Fils, doivent penser que c'est des matchs qui sont déjà gagnés avant d'être joués. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Non pas qu'ils ont l'air arrogants, non pas qu'ils ont l'air machin, ils s'encouragent, ils jouent, il n'y a pas de... Mais c'est dans la manière dont ils abordent le contenu du match. Bon bah allez, on peut se permettre de basourder des jeux de retour, parce que bon bah ça ira, on gagnera le set. Bah ouais, mais une fois que tu perds au tie-break, qu'est-ce qui se passe? Quand au retour, ça a été lamentable. Que t'as pas été capable de construire des points contre un Goffin, encore une fois, qui a très bien joué. Mais parce que tu lui as laissé très bien jouer. Tu l'as fait briller, Goffin. Pour moi, Shelton, il a fait briller Goffin. Et Goffin, derrière, il a brillé. Mais Shelton, c'est lui qui a les cartes en main de ce genre de match. C'est toujours pareil. Les mecs qu'on attend, c'est parce que c'est eux qui ont les cartes en main. Et bah, tu perds le set au tie-break. Parce que t'as cru, et que le tie-break s'est pas si bien passé. Parce que la longueur de balle de Goffin t'a gêné, parce que t'as pas réussi à accélérer. Ah, et que tes retours sont pas bons, qu'est-ce qui se passe? Et ben dans un deuxième set, ça se crispe. Ça se crispe, et puis bah, il perd son jeu de service. Voilà. Moins de première balle. Des fautes directes, un coup droit qui a vraiment pas été à la hauteur. 60% de première, quoi. Ben Shelton, hein. C'est très peu, quoi. Donc, pour moi, c'est flop Shelton. Mais voilà, c'est verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Moi, je le vois à moitié vide sur ce coup-là, parce que pour moi, Shelton doit gagner. Mais je tiens à féliciter Goffin pour son match extrêmement solide, qui mérite. Et ça montre que, voilà, la puissance, et penser que tout va se ranger parce qu'on a de la puissance et qu'à un moment donné, l'autre va craquer, eh ben non. Et pour moi, c'est la même chose qui s'est passé pour Shelton que pour Zverev. Pour moi, c'est pareil, parce que Goffin comme Tien sont des joueurs de petite taille qui sont intelligents, qui ont la science du tennis. Et pour moi, c'est une belle petite claque à la puissance, à la grandeur, à la grande taille, au gros service. Eh ben, à un moment donné, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des joueurs comme ça qui sont là. Ils sont là et ils font mal. Et Lernard Tien ainsi que David Goffin, ils ont sorti. Ben Shelton, demi-finale à l'US Open. Alexander Zverev, finaliste de l'Open d'Australie, finaliste de Roland Garros, bref, finaliste de l'US Open, enfin finaliste de tous les grands chelems. Mais voilà, leçon d'humilité. David qui bat Goliath. Zverev, qu'est-ce qu'il a cru dans ce match?
Je le félicite hier parce qu'il va chercher son match contre Arnaldi. Mais qu'est-ce qu'il a cru contre l'Arnartienne? Il a cru quoi? Que juste bien servir et être dans le fond de course allait suffire. Parce que hier, Zverev fait pas le même match que contre Arnaldi. Contre Arnaldi, moi je l'ai vu aller de l'avant. Voilà, je l'ai vu enchaîner, je l'ai vu accélérer. Hier, il a proposé quoi, Zverev? Une balle entre la moitié du carré de service et la moitié du fond de cours. Quand il n'y avait pas de première balle, il se faisait mener le jeu. Encore une fois, numéro 2 mondial, je vais pas me répéter. Mais comment c'est juste possible de, ok, faire un très mauvais premier set? Pourquoi pas? Même si ça commence à faire beaucoup, pourquoi pas? Why not? Mais dans le deuxième set, tu mènes encore 4-1. Encore, tu mènes. Tu prends encore 5 jeux dans la tronche. Comment c'est juste possible? Comment c'est juste possible? Parce que là, c'est pas une affaire de surface. C'est pas une affaire d'adversaire. C'est une affaire de Zverev avec Zverev. C'est pas possible. Hier, je le mets en top parce que il va chercher son match contre Arnaldi. Après, c'est déboire sur terre battue, qui est pourtant sa surface. Mais on a vu qu'il pouvait jouer partout. Ah, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable de prendre 6-3, 6-4 par l'Arnartienne. Alors, je veux bien qu'il ait sorti Medvedev, mais c'était pas non plus le grand Medvedev. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Des petites balles dans le milieu du terrain pour se faire réaccélérer. Les déplacements sont mauvais. Il n'y a pas de défense. Il y a juste un service. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire numéro 2 mondiale? Franchement, je suis en train de me dire un truc. C'est que, en fait, il y a des tas de joueurs. Quand je vois ce qui se passe de Alcaraz, Sinner, Zverev, les performances des Shelton, les machins, les trucs, quand je vois ça, je me dis qu'il y a des tas de joueurs qui doivent être frustrés. Tous les joueurs qui ont grandi dans l'ère du Big 3, avec même le Big 4 et parfois même ce Big 5, là, quand il y avait Novak, Roger, Rafa, Andy Murray et Stan, tous ces mecs qui ont grandi et qui ont réussi à faire des perfs, wow, ces mecs-là doivent se dire, mais qu'est-ce que j'ai pas eu de bol? Qu'est-ce que j'ai pas eu de chance? J'ai atterri dans une génération qui était complètement dingue, et là on est dans une génération qui est complètement nulle. Et ça me fait mal au cœur au tennis. Zverev, tête baissée, je renvoie la balle, j'attends, je renvoie la balle. Mes jeux de service, ah je sers. Des deuxièmes balles, ah je me mets en fond de cours. Je fais des balles courtes. Et puis bah l'Arnartienne, tranquille, ça arrive. Poum, je t'accélère à droite. Poum, je t'accélère à gauche. Et hop, j'ai une bonne main. Et je te la joue. Et Zverev, ah ouais, ok. Et rien. Rien. Le néant. Le néant. C'est pour ça que pour moi, je peux pas comparer Steph Tsitsipas qui bat Kachanov sur dur et Alexander Zverev qui perd contre l'Arnartienne sur dur. Je ne peux pas les comparer. Même si les deux ont des passages à vide. Je ne pourrais jamais les comparer parce que c'est pas le même mental, c'est pas la même grinta, c'est pas le même orgueil. Tsitsipas qui se la ferme, ok, il prend sur lui, il se fait laver par Bellucci à Rotterdam, hop, on y retourne et derrière, boum, ça joue. De l'autre côté, un Zverev qui pense gagner parce qu'il s'appelle Zverev, qui parle avec l'arbitre parce qu'il y a le public qui est chaud, parce que c'est jamais de sa faute, parce que... Et là, moi, ça, je n'en peux plus. Et pourtant, Dieu sait que j'ai un respect immense pour ce joueur. Il sait tout faire. Et quand il est au maximum de ses capacités, c'est vraiment un top 3 mondial. Mais là, ce qu'il nous propose, c'est qu'il est complètement nul. Il est complètement nul. C'est ça qui nous montre. C'est que psychologiquement, même j'ai presque envie de dire que ça déborde humainement. Il est nul. Il est mauvais. Il est numéro 2 mondial, il se fait laver par l'Arnartienne. Je veux bien que ce mec est un bon joueur, que si, que ça, mais c'est impossible que le Big 3, encore une fois, que le Big 3, officiel Big 3, perde contre ces mecs-là. Il n'est pas sur sa fin de carrière. Comment est-ce qu'on peut perdre ces matchs-là comme ça? C'est pas possible. Et voilà, c'est mon cheval de bataille, maintenant que vous me connaissez, vous voyez comment ça marche, c'est une question de perspective.
perdre comme ça quand tu es numéro 2 mondial, c'est un crachat à la gueule de tous les mecs qui se la collent, de tous les mecs qui se la donnent entre la 150e et la 50e place mondiale, qui essayent de faire des résultats, quand je vois tous ces mecs sur terre battue qui se la collent, qui se la mettent, qui se truc, machin, c'est des leçons. La vie vous rappelle avec des leçons. Larnartienne, Comezana, Francisco Cerundolo. Voilà les défaites d'Alexander Zverev, numéro 2 mondial. Hein. Voilà les défaites du numéro 2 mondial. Donc, je ne sais pas, mais pour moi, ce sont des leçons de vie. Zverev qui continue de nous montrer qu'il est incapable de pouvoir gagner des matchs contre des mecs qui sont largement à sa portée parce qu'en fait, il n'a pas envie de plus jouer que ça, parce que finalement, il pense qu'il va gagner ça en claquant des doigts. Ça dure dans le temps, ces affaires-là. Ça dure dans le temps. Voilà. Et cette année, c'est horrible, mais c'est mérité. Je peux pas dire autre chose que c'est mérité pour Zverev. Donc voilà, c'était voilà, pour moi les deux plus gros flops d'Acapulco. Encore une fois, ça donne des signaux très clairs à tous les joueurs du circuit que n'importe qui peut taper le Big 3. Actuel. Pour moi, c'est plutôt le flop 3. Hein. Vous pouvez vous taper votre top 10. À part Roublev. Et encore, Alice, il l'a sorti. Et on a déjà fait le débrief de ce match. Mais Djokovic, sa performance contre Berrettini. Alcaraz, sa performance contre Lechka. Zverev, ses performances contre Comesana. Et là, catastrophique contre Larnartienne. Sinner qui est accusé de dopage. Voilà l'état du tennis, les amis. Donc on refera une vidéo pour parler de tout ça, évidemment. Mais voilà, pour les tops et les flops, il y a encore beaucoup de matchs aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des pouces et à partager cette vidéo. Et surtout à vous abonner, ça me ferait très plaisir pour continuer le boulot. Et voilà, je vous souhaite à tous de bons matchs, de bons visionnages. Je sais tes matchs et à demain, les amis.